Il était environ 22 heures le 3 mai 2007, lorsque Kate McCann est retournée à l'appartement 5A pour vérifier ses enfants. Une seconde qui allait changer sa vie à jamais. En arrivant, elle a remarqué que la porte de la chambre où dormaient les enfants était plus ouverte que d'habitude. Quand elle s'est approchée pour la fermer, un vent soudain l'a claqué avec force, comme un présage de ce qui allait arriver. En ouvrant à nouveau la porte, son regard a immédiatement cherché le petit lit où sa fille de 3 ans aurait dû dormir. L'oreiller vide, les draps écartés et le silence assourdissant furent tout ce qu'elle trouva. La peluche de Madeleine, Cuddle Cat, restait sur le lit, témoin silencieux de ce qui s'était passé. « Je savais », raconta Kate par la suite, la voix brisée. « À cet instant, je savais que quelqu'un avait pris ma fille. » En quelques minutes, le silence de la paisible station balnéaire portugaise de Praia da Luz fut brisé par les cris désespérés d'une mère. Madeleine a été enlevée. Ce qui s'est passé cette nuit-là allait déclencher l'une des enquêtes les plus complexes, controversées et médiatisées de l'histoire criminelle moderne. Une petite fille disparue, 2 parents dévastés, et un mystère qui jusqu'à aujourd'hui reste non résolu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucun de nos contenus sur les affaires criminelles les plus marquantes de l'histoire. Praia da Luz semblait être un paradis, une destination parfaite pour les familles. Mais derrière, ce décor idyllique de plages dorées et de climat parfait se cachait des secrets inquiétants que les touristes ignoraient. Le tranquille village portugais n'était pas aussi sûr qu'il le paraissait. Avec un taux d'homicide 2 fois supérieur à la moyenne nationale, l'Algarve servait également de route pour les trafiquants de drogue et d'armes. Et un détail troublant. Depuis 2004, les autorités étaient conscientes qu'un prédateur sexuel opérait dans un rayon de 80 km, s'introduisant dans des appartements pendant la nuit pour attaquer des fillettes de familles britanniques. Les victimes rapportaient un détail troublant. L'homme parlait anglais avec un accent et dégageait une odeur désagréable. Et oui, 2 de ces attaques avaient eu lieu à Praia da Luz même. Les McCann ne savaient rien de tout cela lorsqu'ils ont choisi cette destination pour leurs vacances de printemps. Jerry McCann, originaire de Glasgow, était cardiologue. Kate McCann, des banlieues de Liverpool, était médecin généraliste. Tous 2 catholiques romains dévots, le couple souhaitait initialement avoir une famille nombreuse avec 6 ou 7 enfants. Cependant, Kate, déjà dans la trentaine, a eu des difficultés à tomber enceinte. Avec l'aide de la fécondation in vitro, le couple a réussi à avoir leur première fille, Madeleine, le 12 mai 2003. À nouveau, grâce à la FIV, Kate a donné naissance aux jumeaux Sean et Hamley le 1er février 2005. Le 28 avril 2007, les McCann sont arrivés à l'Ocean Club, un complexe hôtelier à Praia da Luz, propriété de Mark Warner Leahy. Ils ont rejoint d'autres amis qui étaient arrivés plus tôt ce jour-là. David et Fiona Payne, la mère de Fiona, Diane, Matt et Rachel Oldfield, Russell O'Brien et sa partenaire Jane Tanner. 6 des 9 adultes étaient médecins. Entre les 4 couples, ils avaient 8 jeunes enfants. La famille McCann logeait dans l'appartement 5A, situé au rez-de-chaussée, à l'extrémité du complexe, à côté de 2 rues publiques et proche d'une des piscines, avec le restaurant, de Tapa de l'autre côté. L'appartement était accessible de 2 façons. Par l'entrée principale, à côté du parking sur la rue Dr Agostinho da Silva, qui menait à l'avant de l'appartement, et que les McCann gardaient généralement verrouillée, ou à travers une petite porte en fer sur le côté du bâtiment, qui s'ouvrait directement sur la rue Dr Francisco Gentil Martins et menait à un chemin à l'arrière du bâtiment. À côté de ce chemin se trouvait la terrasse de l'appartement 5A, à laquelle on pouvait accéder par des portes coulissantes que les McCann laissaient généralement déverrouillées. Ainsi, n'importe qui pouvait descendre la rue publique et accéder à l'appartement en quelques pas. L'appartement avait 2 chambres. Une était utilisée par Jerry et Kate, qui avaient réuni 2 lits simples. L'autre était occupée par les 3 enfants.
Sean et Hamlee, âgés de 2 ans, dormaient dans des lits à barreaux au milieu de la chambre. Madeleine, âgée de 3 ans, dormait dans un lit simple. La chambre des enfants avait une fenêtre qui donnait sur le parking, devant le bâtiment, avec des stores, un panneau de verre qui s'ouvrait sur la rue et des verrous métalliques. Durant les 5 premiers jours des vacances, les McCann ont suivi une routine similaire. Chaque matin, ils laissèrent leurs enfants à la garderie fournie par l'Ocean Club. Ensuite, Kate et Jerry profitaient pour se détendre au soleil, nager, dans l'océan, assister à des cours de tennis et faire de longues courses. Vers 17 ou 18 heures, les McCann récupéraient leurs enfants et les ramenaient à l'appartement 5A pour le dîner vers 19 heures. La routine nocturne des enfants consistait à jouer un peu, enfiler les pyjamas, prendre une tasse de lait et écouter des histoires pour s'endormir. Ensuite, Kate et Jerry se préparaient à sortir dîner tout en prenant un verre de vin dans le salon. Vers 20h30, ils se dirigeaient vers le restaurant de tapas, situé à environ 60 mètres de l'appartement, de l'autre côté de la piscine. Bien que l'Ocean Club offrit un service de babysitting nocturne pour ses clients, les McCann et leurs amis ont choisi de laisser leurs enfants dormir dans les appartements. David et Fiona Payne avaient un babyphone, tandis que le reste du groupe a adopté un système où ils quittaient le dîner et vérifiaient leurs enfants à intervalles réguliers, approximativement toutes les 20 à 30 minutes. Le matin du 3 mai 2007, 9 jours avant le 4e anniversaire de Madeleine, la famille était assise pour le petit déjeuner lorsque la fillette a demandé « Pourquoi n'es-tu pas venu quand Sean et moi avons pleuré hier soir ?» Kate a demandé quand et pourquoi ils avaient pleuré, mais Madeleine s'est distraite et la conversation a changé de sujet. Kate McCann a affirmé par la suite qu'elle trouvait très improbable que Madeleine et Sean aient pu se réveiller entre ces vérifications de routine car ses enfants bougeaient rarement pendant la nuit. Cependant, la question de Madeleine a soulevé la possibilité qu'un intrus ait pu être dans l'appartement la nuit du 2 mai et avoir réveillé les enfants avant de repartir. Au petit déjeuner, Kate a également remarqué une tache jaune inexpliquée sur le pyjama de Madeleine. De plus, un témoin qui habitait dans l'appartement directement au-dessus des McCann a affirmé que, durant l'après-midi du 3 mai, il a vu un homme sortir de la direction de l'appartement des McCann par la porte en fer vers la rue publique, prenant soin de la fermer silencieusement. Ce jour-là, Madeleine avait passé la matinée à la garderie, participant à une excursion en bateau qui l'avait initialement effrayée. Durant l'après-midi, les McCann ont pris la dernière photo connue de leur fille, souriant au bord de la piscine, une image qui allait bientôt devenir le symbole d'une tragédie internationale. En fin d'après-midi, Madeleine semblait fatiguée. Vers 19 heures, après le bain, Kate a lu une histoire du coucher aux 3 enfants. La fillette s'est endormie avant la fin de l'histoire. Ses parents lui ont donné un baiser de bonne nuit sans imaginer que cela pourrait être le dernier. À 20h30, après un verre de vin, Kate et Jerry sont sortis pour le restaurant, laissant les 3 enfants endormis. Ce qui allait se passer dans les heures suivantes changerait leur vie à jamais. Au restaurant de tapas de l'Ocean Club, les serveurs connaissaient déjà bien le groupe de médecins britanniques. C'était la 5e nuit qu'ils réservaient, la même table pour 20h30. L'endroit était assez animé ce soir-là, avec plusieurs tables occupées et le personnel circulant parmi les clients. Le restaurant se trouvait à environ 60 mètres de l'appartement 5A, avec la piscine entre les deux, ce qui signifiait qu'il n'était pas possible d'avoir une vue directe sur l'appartement où dormaient les enfants. Les McCann furent les premiers à arriver au restaurant vers 20h30. Gerald portait un short beige et un t-shirt de couleur claire, tandis que Kate portait une robe légère, adaptée au climat doux du Portugal au printemps. Dans les minutes qui suivirent, le reste du groupe, les couples Payne, Oldfield et O'Brien, est également arrivé et s'est installé à la table réservée. La table était positionnée dans la partie extérieure du restaurant, avec une vue partielle sur la piscine. Le groupe a commandé des boissons dès qu'il s'est assis, du vin pour la plupart d'entre eux, et a étudié le menu tout en conversant avec animation sur la journée.
Le serveur rapportera plus tard que l'ambiance entre eux était détendue et relaxée, sans aucun signe d'inquiétude qui aurait pu indiquer ce qui allait arriver. Entre rire et conversation, le groupe a passé ses commandes. Certains ont opté pour des apéritifs traditionnels portugais, tandis que d'autres ont choisi des plats principaux de fruits de mer, spécialité de la région. La première tournée de boissons est arrivée et ils ont porté un toast aux vacances qui, jusque-là, avaient été paisibles et agréables. Selon les témoignages détaillés ultérieurement, Matt Oldfield a été le premier à sortir pour vérifier les enfants, vers 20h55, moins de 30 minutes après leur arrivée au restaurant. Sur le chemin de l'allée, il a d'abord vérifié son propre appartement, puis, comme un service rendu au McCann, s'est arrêté devant l'appartement 5A Oldfield, a rapporté qu'il n'est pas entré dans l'appartement lors de cette première vérification. Au lieu de cela, il s'est arrêté près de la fenêtre latérale qui donnait sur la chambre des enfants et a écouté attentivement pendant quelques secondes. Tout était silencieux, sans aucun son qui aurait pu indiquer que l'un des enfants était réveillé. Satisfait de ce qu'il n'a entendu, il est retourné à la table du restaurant et a communiqué que tout semblait calme. Le dîner a continué normalement. Les premiers plats ont commencé à arriver à table et le groupe discutait de leurs plans pour le lendemain. Kate a mentionné que Madeleine était impatiente de participer à davantage d'activités au club pour enfants, surtout après l'excursion en bateau de ce matin-là que, malgré sa peur initiale, elle avait adoré. Vers 21h05, alors que certains d'entre eux attendaient encore leurs plats principaux, Jerry McCann a décidé de faire personnellement la vérification suivante. Il s'est levé de table, a annoncé qu'il allait jeter un œil aux enfants et a suivi le chemin le plus court vers l'appartement 5A. Le parcours prenait moins d'une minute à un rythme normal, passant par le côté de la piscine et traversant la petite porte en fer qui donnait accès à l'arrière du bâtiment. Jerry est entré dans l'appartement par les portes de la terrasse qu'ils avaient laissées déverrouillées spécifiquement à cette fin. Il a marché silencieusement dans le couloir et a ouvert avec précaution la porte de la chambre où dormaient ses 3 enfants. La faible lumière qui venait du couloir a partiellement éclairé la chambre, lui permettant de voir les 3 enfants dormant paisiblement, Sean et Amelie dans leurs lits à barreaux et Madeleine dans son petit lit simple, serrant sa peluche Cuddle Cat Jerry, a témoigné par la suite qu'il a ressenti un moment de profonde fierté paternelle en observant ses enfants endormis. Il est resté là pendant quelques secondes, appréciant simplement la scène, sans se douter que ce serait la dernière fois qu'il verrait sa fille aînée. Satisfait que tout aille bien, il est allé aux toilettes avant de retourner au restaurant. Sur le chemin du retour, Jerry a choisi de sortir par l'entrée principale de l'appartement et de faire le tour par l'extérieur du complexe. En arrivant sur la rue Dr Francisco Gentil Martins, près de la porte en fer, il a rencontré un touriste britannique nommé Jez Wilkins, avec qui il s'est arrêté pour discuter brièvement des vacances et de comment les enfants appréciaient le complexe. La conversation a duré environ 3 à 4 minutes. Pendant que Jerry et Jez discutaient, sans qu'ils ne s'en aperçoivent, Jane Tanner est passée à côté d'eux. Elle avait quitté la table du restaurant vers 21h10 ou 15 pour vérifier sa propre fille, qui était malade et avait présenté des symptômes de vomissement plus tôt dans la journée. Jane marchait rapidement et, bien qu'elle ait affirmé plus tard avoir vu Jerry et Jez, aucun des deux ne se souvient de l'avoir vu passer. Continuant son chemin le long de la rue Dr Francisco Gentil Martin, Jane Tanner a été témoin de ce qu'elle a initialement cru être l'un des moments les plus cruciaux de l'enquête. En marchant un peu plus loin, elle a aperçu un homme portant un enfant endormi dans ses bras, traversant l'intersection de la rue Dr Francisco Gentil Martin avec la rue Dr Agostinho da Silva, à environ 30 mètres d'elle. Dans la pénombre de la rue mal éclairée, Jane a observé que l'homme portait l'enfant d'une manière un peu inhabituelle, horizontalement dans ses bras, au lieu de la position plus naturelle avec la tête de l'enfant reposant sur son épaule. L'enfant, que Jane a estimé avoir entre 3 et 4 ans, portait un pyjama de couleur claire qu'elle décrira plus tard comme semblable à celui que Madeleine portait cette nuit-là. Un pyjama blanc
avec de petits détails floraux roses. L'homme marchait dans la direction opposée à l'Ocean Club, s'éloignant de l'appartement 5A. Jane l'a décrit comme ayant entre 30 et 35 ans, environ 1,75 m, des cheveux courts foncés, portant un pantalon kaki et une veste foncée. Elle n'a pas pu voir clairement le visage de l'homme en raison du mauvais éclairage et de la distance. Cet aperçu deviendrait l'un des points les plus discutés et enquêtés de l'affaire, jusqu'à ce qu'en 2013, après un examen approfondi par Scotland Yard, il a été déterminé que Jane Tanner avait très probablement vu un touriste, britannique innocent, retournant avec sa petite fille de la garderie nocturne de l'Ocean Club. L'homme a été identifié, interrogé et photographié portant sa fille exactement comme Jane l'avait décrit, résolvant au moins cet aspect du mystère. Pendant ce temps, au restaurant, le reste du groupe continuait le dîner. Les plats principaux avaient déjà été servis, et certains pensaient déjà au dessert et au café. Jerry était revenu de l'appartement 5A et avait rassuré tout le monde que les enfants dormaient paisiblement. À 21h25, Matt Oldfield et Russell O'Brien sont sortis ensemble pour faire la prochaine série de vérifications. Le restaurant n'était pas très plein à ce moment-là, et les serveurs ont remarqué les allées et venues du groupe, bien qu'ils aient déclaré par la suite qu'il n'était pas inhabituel que les parents fassent ce type de vérification pendant le dîner. Oldfield, encore une fois dans un geste de considération, s'est proposé pour vérifier l'appartement 5A afin que Kate McCann puisse continuer à profiter du dîner. Contrairement à la première vérification, cette fois-ci, il est entré dans l'appartement par les portes de la terrasse. Il est passé par le salon et s'est approché du couloir qui menait aux chambres. La porte de la chambre des enfants était partiellement fermée, ne laissant qu'une petite ouverture. Oldfield n'a pas complètement ouvert la porte ni n'est entré dans la chambre, craignant de réveiller les enfants. Au lieu de cela, il s'est arrêté à l'entrée de la chambre, regardant à travers l'ouverture. Plus tard, il a rapporté qu'il pouvait voir les lits à barreaux où dormaient Sean et Amelie, mais ne pouvait pas voir le lit de Madeleine de l'angle où il se trouvait. Un détail intriguant qu'Oldfield a mentionné était d'avoir remarqué une légère luminosité dans la chambre, ce qui semblait étrange, car les fenêtres auraient dû être fermées avec les stores baissés. De plus, il a mentionné avoir entendu un bruit subtil, qu'il a attribué à l'époque à l'un des enfants bougeant pendant son sommeil. Rétrospectivement, on spécule qu'Oldfield aurait pu, par inadvertance, entendre un intrus dans la chambre ou à proximité. Satisfait de sa vérification partielle et croyant que tout était en ordre, Oldfield est retourné au restaurant et a informé Kate et Jerry qu'il avait vérifié l'appartement et que les enfants semblaient dormir paisiblement. Kate, cependant, exprimerait plus tard sa frustration qu'Oldfield ne soit pas entré complètement dans la chambre pour vérifier Madeleine, car son lit n'était pas visible depuis la porte. Le dîner s'est poursuivi avec un autre tour de boisson. Le groupe discutait des plans pour le lendemain. Certains prévoyaient plus d'activités sportives, tandis que d'autres préféraient se détendre sur la plage. L'ambiance restait détendue, sans aucun pressentiment de la tragédie qui se déroulait. Vers 22h, bien que l'heure exacte soit incertaine, un autre aperçu potentiellement crucial pour l'affaire s'est produit. Les touristes irlandais Martin et Mary Smith, qui n'avaient aucun lien avec les McCann ou leur groupe, marchaient pour rentrer à leur logement après avoir dîné dans un restaurant du centre de Praia da Luz. Dans la rue de l'école primaire, à environ 500 mètres de l'appartement 5A, en direction de la plage, les Smiths ont vu un homme portant une enfant qui semblait profondément endormie ou inconsciente. La fillette, qui avait environ 4 ans, portait un pyjama de couleur claire et était pieds nus, malgré la nuit fraîche. L'homme la portait contre sa poitrine, avec la tête appuyée sur son épaule et les bras tombant le long du corps, complètement relâchés. Les Smiths ont remarqué que l'homme semblait mal à l'aise ou tendu, marchant rapidement et avec détermination, comme s'il était déterminé à atteindre un endroit spécifique. Ils l'ont décrit comme ayant entre 35 et 40 ans, de taille moyenne, environ 1,75 m, de constitution athlétique, des cheveux courts châtains et portant un pantalon beige et une veste foncée,
Ce qui a rendu cet aperçu particulièrement intrigant, c'est le fait que Martin Smith, en 2008, a déclaré qu'il croyait que l'homme qu'il avait vu ressemblait beaucoup à Gerald McCann, se basant sur la façon dont l'homme portait l'enfant. Cependant, cette identification a été ultérieurement remise en question, car plusieurs employés et clients du restaurant ont confirmé que Jerry McCann était au restaurant à 22 heures, rendant physiquement impossible qu'il soit dans la rue de l'école primaire au même moment. Dans des témoignages ultérieurs, en 2013, Smith a partiellement rétracté son identification initiale. Également vers 22 heures, environ 30 minutes après que Matt Oldfield ait fait sa vérification incomplète de l'appartement 5A, Kate McCann a décidé que c'était son tour de vérifier ses enfants. Elle s'est levée de table, où elle venait de terminer son dessert, a brièvement dit au revoir au groupe et est partie en direction de l'appartement. Kate a suivi le même chemin que son mari, et Matt Oldfield avait parcouru précédemment, passant par le côté de la piscine et entrant dans l'appartement par les portes déverrouillées de la terrasse. La nuit était agréable, avec une légère brise printanière, et le complexe était relativement calme, avec seulement quelques clients circulant encore dans les espaces communs. En entrant dans l'appartement, Kate a immédiatement remarqué que la porte de la chambre des enfants, qu'il laissait normalement légèrement entr'ouverte, était plus ouverte que d'habitude. Quand elle s'est approchée pour l'ajuster, elle a senti un courant d'air et, soudainement, la porte a claqué fortement, comme si poussée par une rafale de vent. Ce comportement inhabituel de la porte l'a fait s'arrêter momentanément. En rouvrant la porte avec précaution, Kate a été frappée par une sensation immédiate que quelque chose n'allait pas. La chambre, qui aurait dû être sombre et silencieuse, était éclairée par la lumière qui entrait par la fenêtre ouverte. Les stores, qui avaient été laissés baissés, étaient relevés et les verrous métalliques, qui auraient dû être fermés, étaient levés. À ce moment crucial, Kate a réalisé le vide à l'endroit où sa fille aînée aurait dû être. Les draps du lit de Madeleine étaient écartés, comme si elle était sortie ou avait été retirée de là, mais sa peluche préférée, le Cuddle Cat, restait sur l'oreiller. Sean et Hamlee, âgés de seulement 2 ans à l'époque, continuaient à dormir profondément dans leurs lits à barreaux, apparemment imperturbables face à tout bruit qui aurait pu se produire dans la chambre. Le monde de Kate McCann s'est instantanément effondré. Sa première pensée a été que Madeleine aurait pu sortir du lit et aller dans la chambre des parents, ce qu'elle faisait occasionnellement. Rapidement, elle a vérifié la chambre principale vide. Elle est retournée dans la chambre des enfants et, poussée par le désespoir, a vérifié des endroits improbables, comme sous le lit, même en sachant que l'espace était minime, et dans l'armoire. Le cœur battant et sentant la panique monter, Kate a cherché frénétiquement dans le reste du petit appartement, salle de bain, cuisine, salon, appelant le nom de Madeleine, espérant que la fillette réponde. Le silence était assourdissant. C'est à ce moment que la terrible vérité s'est imposée. Madeleine n'était nulle part dans l'appartement. La fenêtre ouverte, les verrous levés et la disparition de Madeleine pointaient vers une conclusion dévastatrice. Sa fille avait été enlevée. Kate a couru de retour au restaurant, parcourant le chemin qui prenait normalement 1 minute en l'espace de quelques secondes. Des témoins l'ont décrite arrivant au restaurant dans un état de choc absolu, pâle, tremblante et criant désespérément « Madeleine a disparu! Quelqu'un l'a prise! Madeleine a disparu! » La réaction initiale de Jerry a été l'incrédulité. « Elle ne peut pas avoir disparu », a-t-il répondu, voulant croire que Kate n'avait simplement pas assez bien cherché. Mais le regard de terreur sur le visage de sa femme l'a rapidement convaincu de la gravité de la situation. En quelques secondes, le couple et leurs amis courèrent de retour vers l'appartement 5A. La panique s'est rapidement propagée. Les 4 hommes du groupe, Jerry, David Payne, Matt Oldfield et Russell O'Brien, ont rapidement organisé un plan de recherche. Ils se sont divisés, courant dans différentes directions à travers le complexe et les rues voisines, criant le nom de Madeleine, vérifiant les buissons, sous les voitures et partout où une petite enfant pourrait être cachée. Pendant ce temps, Kate est restée dans l'appartement avec les femmes du groupe, son état émotionnel se détériorant rapidement.
Des témoins ont rapporté qu'elle alternait entre des moments de désespoir absolu, frappant les murs, criant et pleurant de manière incontrôlable, et des périodes de lucidité froide et déterminée, quand elle essayait d'aider à coordonner les recherches et de répondre aux questions du personnel du complexe qui s'était rapidement rassemblé pour aider. Au milieu du chaos, Kate répétait une phrase qui deviendrait plus tard emblématique de l'affaire. « Nous l'avons laissé. Oh mon Dieu, nous l'avons laissé seul. Nous avons laissé les enfants seuls. Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Le bruit et l'agitation ont attiré l'attention du voisin de l'étage supérieur qui s'est penché au balcon en demandant ce qui se passait. Jerry, rassemblant momentanément ses forces pour répondre, a crié « Quelqu'un a pris notre fille !» Vers 22h41, environ 35 minutes après que Kate ait découvert la disparition de Madeleine, Matt Oldfield a finalement réussi à contacter la police portugaise. L'appel a été difficile en raison de la barrière de la langue, mais la gravité de la situation a été communiquée. Une fillette britannique de 3 ans avait disparu, possiblement enlevée, d'un complexe hôtelier à Praia da Luz. Les premiers policiers sont arrivés sur les lieux seulement vers 23h10, presque 1 heure après que la disparition ait été découverte. Ils ont trouvé une scène chaotique. Des dizaines d'employés du complexe et de clients s'étaient déjà joints aux recherches, compromettant sérieusement la préservation de toute preuve forensique qui aurait pu exister. Kate McCann était dans un état d'hystérie, alternant entre des éclairs de colère dirigés vers la police. « Pourquoi avez-vous mis si longtemps ?» et des moments de désespoir complet. Jerry, bien que visiblement secoué, essayait de maintenir suffisamment de sang-froid pour fournir des informations aux policiers et coordonner les recherches qui continuaient toute la nuit. Au fur et à mesure que la nuit avançait, davantage de policiers arrivaient avec des chiens pisteurs et des équipes de recherche. Le périmètre des recherches s'élargissait, incluant la plage proche, les terrains vagues autour de Praia da Luz et tous les bâtiments du complexe Ocean Club. Des clients et des résidents locaux se sont portés volontaires pour aider et, jusqu'à tard dans la nuit, des lampes de poche pouvaient être vues se déplaçant dans la petite ville côtière, tandis que les gens appelaient le nom de Madeleine. À minuit, la nouvelle de la disparition avait déjà atteint les médias locaux et les premiers journalistes commençaient à arriver à l'Ocean Club. L'affaire qui allait bientôt devenir l'une des disparitions les plus notoires et controversées de l'histoire moderne ne faisait que commencer à se dérouler. L'enquête sur la disparition de Madeleine McCann serait marquée par des erreurs, des controverses et des rebondissements. La scène de crime n'a pas été correctement préservée, avec des dizaines de personnes entrant et sortant de l'appartement avant que les enquêteurs forensiques puissent collecter des preuves. Les autorités portugaises ont initialement traité l'affaire comme une disparition, non comme un enlèvement, perdant des heures cruciales qui auraient pu être utilisées pour établir des barrages routiers et alerter les autorités aux frontières. La police portugaise elle-même a décrit sa réponse initiale comme un fiasco complet. Le premier grand rebondissement dans l'enquête s'est produit en août 2007, lorsque des traces d'ADN de Madeleine ont été trouvées dans le coffre d'une voiture louée par les McCann 25 jours après la disparition de la fillette. Cela a conduit la police portugaise à déclarer Kate et Jerry McCann comme arguidos, suspects formels, dans l'affaire. Cependant, en juillet 2008, les autorités portugaises ont classé l'affaire par manque de preuves et ont retiré le statut d'arguido aux McCann. L'analyse forensique ultérieure a déterminé que les échantillons d'ADN étaient non concluants et pouvaient appartenir à n'importe quel membre de la famille. Dans les années qui ont suivi, tant les autorités portugaises que britanniques ont rouvert et mené de nouvelles enquêtes. En 2013, la police métropolitaine de Londres a lancé l'Opération Grange, une révision complète de l'affaire qui a coûté des millions de livres sterling et a investigué des centaines de pistes. En 2020, les autorités allemandes ont annoncé qu'elles enquêtaient sur un homme nommé Christian Bruckner, un prédateur sexuel condamné qui était à Praia da Luz à l'époque de la disparition de Madeleine. Les procureurs allemands ont déclaré avoir des preuves concrètes que Madeleine était morte, bien qu'ils aient refusé de fournir des détails.
Depuis la disparition de leur fille, Kate et Jerry McCann ont maintenu une campagne inlassable pour la retrouver. Ils ont créé le fonds Madeleine en 2007 pour récolter de l'argent afin de financer une enquête privée et maintenir l'affaire dans la conscience publique. Les McCann ont voyagé extensivement, rencontrant des leaders mondiaux, y compris le pape Benoît XVI, et accordant des interviews aux médias du monde entier. Ils ont également publié un livre, Madeleine, en 2011, détaillant leur expérience et leur angoisse. La campagne a maintenu l'affaire de Madeleine comme l'une des disparitions les plus connues et discutées de l'histoire moderne. Cependant, elle a également attiré des critiques et des théories du complot, certains remettant en question le comportement et les actions des parents. Malgré toutes les théories, enquêtes et rebondissements, une question reste sans réponse. Que s'est-il réellement passé avec Madeleine McCann cette nuit-là à Praia da Luz? Jerry et Kate McCann continuent de croire que leur fille pourrait toujours être en vie. Dans un communiqué émis lors du 16e anniversaire de la disparition, ils ont écrit « Le travail de la police continue et nous espérons avec toute notre détermination qu'il y aura des progrès et éventuellement un dénouement. La recherche de Madeleine ne s'arrêtera jamais. » Pendant ce temps, le temps continue de passer, mais l'espoir demeure. Madeleine n'a jamais été oubliée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Partagez dans les commentaires votre opinion sur cette affaire qui continue d'intriguer le monde. À la prochaine vidéo.